Très bien, merci, monsieur le vice-recteur. Sans plus tarder, permettez maintenant qu'on accueille notre prochain intervenant, le professeur Alexis Tobin-Teberge. J'espère que j'ai bien prononcé le nom du professeur. Euh, alors, monsieur Teberge est conseiller cadre partenariat. Il va nous entretenir justement sur que les personnes en demande d'asile au Québec, état des lieux et rôle du clé du président. Il nous offrira un aperçu concret de la situation des demandeurs d'asile au Québec et du rôle essentiel du président dans leur accueil et leur intégration. Je vais pouvoir céder ma place à la directrice de la chaire, Angélique Ouvière, qui va pouvoir conduire ce panel. Merci Jeff. Bonjour Monsieur Jobin-Teberge, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien, merci. Ok, nous on vous entend aussi. On va partager votre présentation. Un instant. Ok, j'invite Roland qui va faire la modération et la présentation de Monsieur Teberge. Merci, chers collègues, Madame la directrice Angélique, de me passer la parole. Sans plus tarder, Monsieur Alexis Teberge est en service au programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile, en abrégé le PREDA. Ces travaux portent principalement sur l'état de la situation mondiale par rapport aux déplacés et forcés, sur la situation au Canada et au Québec, sur les nouvelles tendances depuis l'élargissement de l'entente sur les pays tiers et nouveaux profils, et sur l'offre de services du PREDA. Donc, c'est sur ces articulations que M. Alexis Teberge va nous entretenir et je vais vous inviter à l'applaudir. Donc, on va applaudir pour M. Alexis Teberge. C'est assez timide, hein? Qu'est-ce qui se passe? Donc, Monsieur Alexis Teberge, nous avons le bonheur de vous avoir. Et nous rappelons que c'est vraiment un consultant international. On a vu ses publications et toutes les activités qu'il mène au sein du PREDA. Et il est régulièrement invité à l'UQAM, à l'UDM et tout. Et donc, c'est dans notre réseau qu'on nous a suggéré de le contacter et de le contacter autant pour moi. Et nous, on sait que la question des demandeurs d'asile est quand même un enjeu assez intéressant. Donc, à Monsieur Alexis Teberge, s'il y a un pan de votre biographie que j'aurais omis, vous pouvez nous dire encore un peu plus sur le PREDA et sur vos axes de recherche, notamment sur le cadre légal en lien avec l'accueil des demandeurs d'asile. Merci. Parfait, ça devrait fonctionner maintenant. Vous m'entendez bien? Super. Bien, d'abord, c'est moi qui vous remercie pour l'introduction, mais aussi pour prendre part à ce colloque. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Ça me fait vraiment plaisir d'être présent avec vous virtuellement aujourd'hui. Avant de me présenter, peut-être une petite rectification là, sur mon titre. Je ne suis pas professeur, je suis conseiller cadre pour le programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile. Ça fait maintenant 6 ans que je suis en poste. Donc, depuis mon arrivée au PRIDA en 2018, il y a beaucoup de choses qui ont changé en lien avec la question des personnes qui demandent l'asile au Québec. Il y a eu d'abord des changements au niveau des politiques migratoires, il y a eu des changements au niveau des volumes, mais aussi au niveau des profils des personnes, puis aussi des changements au niveau de la protection frontalière. On peut changer de diapositive. Donc, je ne vois pas mon PowerPoint, mais j'imagine qu'on est à la diapositive plan de la présentation. Oui. Parfait. Donc, en fait, aujourd'hui, je viens vous parler du portrait de la situation actuelle. Je vais aussi vous partager certaines statistiques, puis je vais vous parler principalement là, des changements des dernières années. Puis, je vais également vous parler du mandat du PRIDA, puis de son offre de service auprès des personnes qui demandent l'asile au Québec, puis aussi le soutien qu'on peut offrir aux professionnels. Donc, on peut encore changer de diapositive. Merci. Donc, avant d'aborder la situation du Québec, je pense qu'il est essentiel de la replacer dans son contexte qui est plus large. Parce que ce que nous vivons ici, c'est vraiment le reflet d'une réalité mondiale qui est marquée par les conflits puis les violations de droits humains.
Malheureusement, ces crises vont pousser chaque jour des milliers de personnes à fuir leur pays en quête de sécurité puis de protection. J'ai quelques statistiques à vous présenter, puis les statistiques sont tirées du rapport Mid-Year Trends 2024 qui analyse les changements puis les tendances de la migration forcée pour les 6 premiers mois de l'année 2024. Vous allez voir sur le PowerPoint, il y a un hyperlien. Si jamais ça vous intéresse de consulter le rapport, ben, vous pourrez cliquer sur l'hyperlien puis ça va vous mener vers le rapport en question. Donc, à la mi de l'année 2024, le Haut Commissariat des réfugiés des Nations unies a enregistré un nombre sans précédent de personnes déplacées dans le monde. En juin 2024, c'était 122,6 millions de personnes déplacées par la force. Donc, suite à des circonstances externes, comme par exemple des conflits armés, de la persécution, des violations de droits humains, puis de plus en plus par les changements climatiques. Si on ventile le 122,6 millions, ça représente une personne sur 67 dans le monde qui a été forcée de fuir. 122,6 millions, c'est le double des volumes qui ont été enregistrés il y a 12 ans. Moi, à mon arrivée au Pride, il y a 6 ans de cela, on parlait de 79 millions de personnes déplacées, puis aujourd'hui, on est rendu à pratiquement 123 millions. 87% des personnes déplacées dans le monde vont se réfugier dans des pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire, contrairement à l'idée répandue selon laquelle les personnes vont chercher protection dans les pays riches ou encore dans les pays occidentaux. Dans les faits, 79 de ces personnes-là vont se retrouver dans un pays voisin, dans un pays limitrophe à celui qu'ils ont fui. Pour vous donner des exemples, si on pense aux Vénézuéliens qui ont fui la crise politique et humanitaire, ben, en grande partie des réfugiés vénézuéliens sont partis vers le Brésil ou encore la Colombie. Ou encore les Afghans à la suite de la prise de pouvoir des talibans. Plusieurs Afghans auront trouvé refuge en Iran ou encore au Pakistan. C'est important de se rappeler que la recherche d'un refuge, c'est un droit qui est garanti par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, puis le Canada a un rôle à jouer aussi conformément à ses engagements internationaux en matière de protection des réfugiés. Le Canada puis le Québec accueillent de plus en plus de personnes qui sollicitent l'asile, ce qui reflète la situation mondiale qui est fragilisée par les conflits, mais aussi par l'intolérance. Plusieurs conflits armés sont en cours, dont certains qui ne font pas l'objet des médias populaires. Par exemple, le conflit en République démocratique du Congo, celui au Soudan ou encore au Yémen, pour ne nommer que ceux-là. Si on regarde le deuxième graphique, le graphique en dessous qui porte sur le Canada puis le Québec, on peut voir là, que depuis 2017, on assiste à une augmentation considérable des volumes. L'augmentation a débuté surtout à l'été 2017, à la suite de l'annonce de l'administration Trump qui menaçait de mettre fin à certains statuts de protection temporaire, comme celui des Haïtiens qui étaient aux États-Unis. Donc, par peur d'être déportés dans leur pays d'origine, plusieurs sont venus vers le Canada pour y présenter une demande d'asile. C'est ce qui, à l'époque, a médiatisé le fameux chemin Roxham. Mais à l'époque, à l'été 2017, l'entente sur les tiers pays sûrs ne s'appliquait qu'au point d'entrée officiel. Donc, ça permettait aux personnes de la contourner en passant irrégulièrement entre les points d'entrée, comme en utilisant le chemin Roxham. Pour ceux et celles qui seraient peut-être moins familiers avec l'entente sur les tiers pays sûrs, l'entente sur les tiers pays sûrs, c'est une entente entre le Canada et les États-Unis qui date de 2004, qui stipule que chacun des deux pays est un pays sûr pour l'accueil de réfugiés et de demandeurs d'asile. Donc, les personnes doivent déposer leur demande dans le premier pays sûr dans lequel ils arrivent. Comme les trajectoires migratoires sont plutôt du sud vers le nord, puis que le Canada est le dernier pays en Amérique du Nord, bien forcément, les personnes doivent passer par les États-Unis. Donc, conformément à l'entente sur les tiers pays sûrs, ils devraient présenter leur demande d'asile aux États-Unis. L'entente sur les tiers pays sûrs a depuis été élargie. En fait, en mars 2023, on a mis en vigueur le protocole additionnel à l'entente sur les tiers pays sûrs. Puis, dorénavant, l'entente s'applique sur l'entièreté de la frontière. Donc, c'est plus possible de contourner les points d'entrée officiels comme en utilisant le chemin Roxham comme à l'époque. Il existe certaines exceptions à l'entente sur les tiers pays sûrs. Puis, on parle d'une exception concernant les mineurs non accompagnés, les personnes qui seraient titulaires de documents, les personnes qui ont des membres de la famille au Canada ou encore pour des questions d'intérêt public. Depuis 2017, les volumes sont en constante augmentation, là, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Mis à part pendant la pandémie où les frontières auront été fermées pendant pratiquement 18 mois, laissant présager là, une hausse significative des arrivées à la réouverture. Malgré la COVID,
La violence puis les conflits ont continué, ce qui a poussé des milliers de personnes à fuir. Par contre, certains étaient pris, entre guillemets, dans des pays, étant donné que plusieurs frontières dans le monde étaient fermées. En prévision de la réouverture des frontières, le gouvernement du Québec a statué une capacité en matière d'hébergement temporaire à 1150 places. C'est le PRIDA qui est responsable de gérer ces 1150 places. Une fois que la capacité est atteinte, c'est le gouvernement fédéral, donc Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, qui doit prendre en charge l'hébergement des personnes. Ce qui a amené à l'ouverture d'une quinzaine d'hôtels dans le Grand Montréal. Par contre, la plupart sont maintenant fermés. Il y en a seulement qu'un qui est en fonction, étant donné que depuis quelques mois, là, on voit une baisse au niveau des arrivées. Pour revenir au graphique, depuis les 3 dernières années, le Canada puis le Québec ont battu des records en matière d'accueil de demandeurs d'asile. Pour l'année 2022, au niveau du Canada, c'était 92 000 personnes, puis au niveau du Québec, c'était 58 000. En 2023, c'était 143 000 au niveau canadien, puis 65 000 au niveau du Québec. Pour l'année 2024, c'est 172 000 au niveau canadien, puis 57 000 au niveau du Québec. Ce n'est plus le Québec dorénavant qui accueille le plus de personnes en demande d'asile, c'est maintenant l'Ontario qui ont enregistré plus de 90 000 personnes pour l'année 2024. On va pouvoir changer de diapositive, s'il vous plaît. Donc, depuis l'élargissement de l'entente sur les tiers pays sûrs, les trajectoires migratoires et les voies d'arrivée ont beaucoup changé. Comme le chemin Roxham est dorénavant fermé, les arrivées par voie terrestre ont beaucoup diminué, ce qui a laissé la place aux arrivées par voie aérienne, puis aux demandes d'asile qui sont présentées à l'interne, donc pour des personnes qui se trouvent déjà sur le territoire canadien. Comparativement à avant, où la plupart des gens arrivent via Roxham, ce qui était une arrivée assez sécuritaire et coordonnée de par la présence de l'Agence de services frontaliers, mais aussi de la GRC. Maintenant, les personnes arrivent principalement par voie aérienne, ce qui a chamboulé les trajectoires auxquelles on était habitué. Certaines personnes, par peur d'être refoulées aux aéroports, vont attendre d'être sur le territoire canadien pour présenter leur demande. Donc, ces personnes-là ne seront pas référées à nos services par l'Agence de services frontaliers directement à l'arrivée, comme c'est le cas pour ceux qui présentent une demande d'asile à l'aéroport. Donc, certaines personnes sont orientées vers le centre-ville de Montréal, par exemple, puis certaines personnes vont se retrouver en situation d'itinérance. Donc, on a beaucoup de travail avec les partenaires pour pouvoir rejoindre ces personnes-là pour qu'ils puissent avoir accès à nos services. Les personnes qui arrivent par voie terrestre, qui n'ont pas de plan d'hébergement au Québec, sont quant à eux orientées vers d'autres provinces. Puis, les 1150 places du PRIDA ne sont pas considérées comme un plan d'hébergement. Les personnes doivent être en mesure de se loger eux-mêmes ou encore d'être accueillies par un membre de leur famille, par exemple. Donc, dans ce contexte-là, le PRIDA, on a eu des échanges avec des représentants des autres provinces puis des municipalités pour parler de notre modèle, puis aussi de nos bonnes pratiques afin qu'ils puissent éventuellement s'en inspirer. Le PRIDA compte sur près de 70 ans d'expérience en intervention psychosociale dans un contexte migratoire non planifié. Donc, on a pu développer notre expertise au fil des années, puis on est bien outillé pour pouvoir soutenir les différents milieux. On va pouvoir changer de diapositive, s'il vous plaît. Donc, maintenant que le portrait de la situation a été fait, voyons voir comment le PRIDA peut soutenir ces personnes, mais aussi comment nous pouvons soutenir les professionnels dans leurs interventions auprès de cette population qui a des besoins vraiment très variés. Donc, comme je disais un petit peu plus tôt, le PRIDA existe depuis pratiquement 70 ans. L'an prochain, on va fêter nos 70 ans. Notre mandat a beaucoup évolué au fil des années, selon les vagues migratoires, mais aussi les politiques en place pour pouvoir répondre aux besoins des personnes et des familles. On est mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour offrir des services psychosociaux et des soins de santé aux demandeurs d'asile qui résident au Québec. Donc, on fait partie du réseau de la santé et des services sociaux. Le PRIDA est rattaché au CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal. On a un mandat qui est provincial, bien qu'on soit centralisé à Montréal. Donc, on assure notamment notre mandat provincial en soutenant les différents professionnels des autres régions, mais aussi en offrant des services en ligne aux personnes qui ont présenté une demande d'asile pour qui ce serait plus complexe de se déplacer vers nos bureaux. La mission du PRIDA veut de faciliter l'établissement puis l'intégration des demandeurs d'asile au Québec. Notre mission, c'est aussi de les encourager
d'encourager l'autonomie des personnes de manière à ce qu'ils puissent participer activement à la société québécoise. Puis tout ça, on l'offre en offrant un soutien holistique et intégré aux personnes en collaborant avec de nombreux partenaires, que ce soit des partenaires institutionnels ou encore communautaires. L'idée, c'est d'assurer une continuité de services puis une complémentarité des services qui sont offerts à cette population. Donc, les services du PRAIDA sont accessibles dès le dépôt de la demande d'asile et jusqu'à l'acceptation ou le renvoi. On accompagne aussi les personnes déboutées, donc les demandeurs d'asile dont la demande a été refusée par la section de protection des réfugiés, puis dont le dossier fait l'objet d'un recours, comme par exemple un appel, une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale, un examen du risque avant renvoi ou encore une demande de résidence permanente pour considération d'ordre humanitaire. On va pouvoir changer de diapositive, s'il vous plaît. Donc, nos services sont articulés comme ceux dans les CLSC, mais ce sont des services qui sont spécialisés aux personnes en demande d'asile. Donc, on ne peut pas se substituer aux autres services du réseau, on est plutôt complémentaire à ceux-ci. La porte d'entrée pour pouvoir avoir accès à nos services, c'est vraiment l'accueil psychosocial qui est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h30. Donc, nos travailleurs sociaux vont évaluer les besoins des personnes, puis ils vont donner de l'information, de l'orientation en lien avec les différentes démarches qui entourent l'asile, comme par exemple les délais à respecter pour le dépôt de certains formulaires, comment se trouver un avocat, des informations sur le permis de travail ou encore la couverture médicale du Programme fédéral de santé intérimaire, puis toute la question de l'accès aux différents services. Nos travailleurs sociaux peuvent aussi référer, selon les besoins des personnes, vers des services à l'externe ou encore à l'interne, comme le suivi psychosocial. On a aussi une petite équipe santé, donc on a des infirmières cliniciennes qui peuvent évaluer les besoins de santé des personnes pour ensuite les référer vers les bons services ou encore donner de l'orientation pour naviguer dans le système de santé québécois. Ça peut être difficile pour nous de naviguer dans notre système de santé, mais imaginez-vous pour quelqu'un qui vient d'arriver. Il y a aussi la possibilité de bénéficier d'un hébergement temporaire qui est offert à l'arrivée selon certains critères. Puis, en hébergement temporaire, on collabore avec une multitude de partenaires pour offrir des services complémentaires ou encore des ateliers thématiques qui sont reliés à la demande d'asile. Par exemple, le SPVM, le service de police de la Ville de Montréal, est présent. Différents avocats, il y a de l'aide à la recherche de logement, puis différentes informations qui sont données sur le système scolaire, par exemple, ou encore la francisation. On doit avoir environ une vingtaine d'ateliers différents qui sont offerts à tous les mois. Pour les adultes qui vivent des difficultés reliées à leur parcours migratoire ou encore des enjeux d'intégration, un suivi psychosocial peut leur être offert. Donc, le travailleur social va établir un plan d'intervention, établir des objectifs avec la personne. Puis, souvent, le suivi va s'échelonner sur une douzaine, voire 15 rencontres. Pour vous donner un exemple des exemples de situations où les personnes pourraient bénéficier d'un suivi, quelqu'un qui aurait des difficultés en lien avec une séparation forcée de la famille ou encore qui vivrait des deuils multiples liés à sa trajectoire migratoire. Des personnes qui vivent des situations diverses qui sont reliées au choc culturel, comme par exemple la question des relations hommes-femmes, l'autorité à l'école ou encore toute la question de la méconnaissance des systèmes. On offre aussi du soutien aux personnes qui auraient vécu de la violence organisée puis qui ont un trauma qui est associé à l'événement en question. Le PRAIDA est aussi responsable d'accompagner les mineurs non accompagnés et les mineurs séparés. Donc, pour vous donner une définition, ce sont des jeunes qui vont présenter une demande d'asile au Canada, mais qui ne seront pas accompagnés de leurs parents ou d'un tuteur légal. Donc, le PRAIDA est mandaté pour les accompagner jusqu'à l'obtention de la résidence permanente ou encore jusqu'à ce qu'ils deviennent majeurs, puisqu'ils vont pouvoir utiliser tout le reste des services du PRAIDA. On a aussi un mandat qui nous est donné de l'externe. C'est la Commission de l'immigration et du statut de réfugié qui peut nous nominer pour agir à titre de représentant désigné. Donc, on va agir à titre de représentant désigné pour les mineurs, étant donné que les mineurs ne sont pas autorisés, selon la loi, à se représenter eux-mêmes. Puis, on va aussi agir à titre de représentant désigné pour les adultes qui sont inaptes à comprendre la nature des procédures. Par exemple, une personne qui aurait des enjeux au niveau de la santé mentale, une personne avec une déficience intellectuelle ou encore une personne qui aurait des problèmes plus d'ordre cognitif. Donc, l'objectif, c'est vraiment de représenter les intérêts des personnes devant la commission.
Puis enfin, comme on est un programme du CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal, on a une mission universitaire. Donc, on est appelé à accueillir des stagiaires, à intervenir dans certains cours universitaires, puis aussi à participer à différentes recherches qui sont reliées avec la population des personnes en demande d'asile. On va pouvoir changer de diapositive. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des statistiques sociodémographiques de la population pour mieux connaître cette population. Donc, je vous ai extrait là, les statistiques des personnes qui sont hébergées dans les sites d'hébergement du PRIDA. Donc, c'est pas les statistiques propres là, à la population des demandeurs d'asile au Québec, c'est vraiment ceux qui auront bénéficié d'un hébergement temporaire du PRIDA. Là, comme je vois pas On est sur les principaux pays de provenance en OK. République. Je vais juste ouvrir le PowerPoint de mon côté parce que je ne le sais pas par cœur. Je sais que le Ghana en tête de liste, suivi du Nigeria. Ça sera pas là. Je vais juste ouvrir le PowerPoint. Désolé de ce problème technique. Parfait. Donc, les principaux pays de provenance. On a le Ghana en tête de liste à 30%, le Nigeria à 24%, la République démocratique du Congo à 6%, puis le Burkina Faso puis la Guinée à 4%. Donc, 89% des résidents de nos sites d'hébergement temporaire sont originaires de l'Afrique, 9% de l'Amérique, puis 2% soit du Moyen-Orient ou de l'Asie. Puis, je tiens à réitérer, là, c'est vraiment les statistiques des personnes qui sont hébergées dans nos sites d'hébergement temporaire. Sinon, plus par rapport au profil des personnes, donc 67% sont des personnes seules, 3% sont des couples, 12% des familles monoparentales, puis 18% de familles biparentales. On va pouvoir changer de diapositive, s'il vous plaît. Parfait. Au niveau du ratio homme-femme, c'est 65% sont des hommes, 35% sont des femmes. Puis par rapport à la répartition selon adultes-enfants, 82% sont des adultes, 18% des enfants. L'âge moyen des adultes est de 37 ans, puis l'âge moyen des enfants est de 9 ans. Parfait. Donc, on va pouvoir changer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, le PRIDA a aussi des services pour les professionnels, donc pour soutenir les différents professionnels, étant donné qu'on est à Montréal, puis des demandeurs d'asile de pratiquement toutes les régions administratives du Québec. Donc, on est là pour soutenir les professionnels qui interviennent auprès de ces personnes-là. Donc, on a une boîte vocale où les personnes peuvent nous contacter, les professionnels peuvent nous contacter, soit pour valider une référence, si la référence est appropriée pour nos services, ou encore pour répondre à des questions d'information, ou encore pour offrir vraiment du soutien clinique au niveau de l'intervention psychosociale. Le retour d'appel est relativement rapide. Bien souvent, là, les appels vont être retournés dans les 24 heures, donc la journée même. Sinon, le PRIDA a aussi une offre de formation. Donc, c'est une formation qui est offerte par l'entremise de Teams. C'est offert mensuellement. La formation porte sur la trajectoire des demandeurs d'asile, les statuts migratoires puis l'accès aux services selon le statut, avec un focus évidemment là, sur les personnes en demande d'asile. On aborde aussi les grandes étapes de la demande d'asile, la couverture médicale du Programme fédéral de santé intérimaire, étant donné que les demandeurs d'asile n'ont pas la même couverture que les Québécois, donc ils ont pas accès à la RAMQ. On parle aussi de l'offre de services du PRIDA. Puis, on profite aussi de cette plateforme pour parler de projets spéciaux, de projets pilotes pour les personnes en demande d'asile ou encore certaines nouvelles là, en lien avec l'immigration au Québec. Donc, n'hésitez pas à vous référer à notre offre de soutien là, si vous voyez des personnes en demande d'asile dans le cadre de votre travail. Donc voilà, ça met fin à ma présentation. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir? OK, merci infiniment, Alexis, pour cette belle présentation très, très documentée. J'avoue que ce sont des initiatives qui devraient être vulgarisées auprès du grand public parce que c'est sûr que chacun et chacune d'entre nous connaît au moins un demandeur ou une demandeuse d'asile. Moi, je vais vous poser une question en attendant que le public réagisse.
selon la catégorie des demandeurs d'asile, climatique, économique, politique, ou bien en considérant des aspects comme le genre, est-ce que vous avez des mesures spécifiques d'accompagnement psychosocial, Alexis? Ben, euh, en fait, notre offre de services est adaptée selon les besoins des personnes. Donc, une personne qui a des critères de vulnérabilité, ben, pourra avoir un petit peu plus de soutien qu'une personne qui a simplement des besoins d'information. Donc, c'est là où embarque le suivi psychosocial. Sinon, on a aussi des professionnels qui sont plus experts, si je peux dire, dans les questions entourant le genre ou encore les questions entourant les populations LGBTQ+. Donc, les personnes qui sont issues de ces communautés-là ben, peuvent bénéficier d'un suivi avec un intervenant qui a cette expertise-là. OK, merci. Est-ce que vous travaillez avec des avocats d'immigration? Ben, il n'y a pas d'avocat proprement parlé au PRIDA, donc on va référer vers les avocats en droit de l'immigration, par exemple les avocats de l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration, ou encore vers les bureaux d'aide juridique qui font du droit de l'immigration. Et si on vous demandait de faire une analyse sommaire sur la protection générale des réfugiés et demandeurs d'asile au Canada, Alexis, quelle serait votre lecture? Oui, c'est une bonne question. En fait, nous, au Trident, on est vraiment dans l'intervention psychosociale. C'est vraiment ça notre expertise, l'intervention psychosociale en contexte d'immigration non planifiée. Mais je peux dire qu'on a un très bon système d'asile au Canada. C'est l'un des meilleurs systèmes au monde. OK. Mais est-ce qu'il y a des questions? C'est vous que j'attends, en fait. Ici, on a professeur Gagné qui... Merci beaucoup. J'ai fait l'immigration forcée ici, entre autres, à l'Université Laval. Alors, j'ai des questions dont on discute aussi avec mes collègues. Une première question, c'est est-ce que vous avez un petit peu des informations sur pourquoi est-ce que la population qui sera au Pride vient d'Afrique de l'Ouest, par exemple, quand on sait que c'est pas nécessairement tous ces pays-là qui sont les plus représentés dans les demandeurs d'asile de la province. Donc ça nous intéresse. Et la deuxième, avez-vous remarqué une évolution des besoins psychosociaux par rapport à les moyens d'arrivée? Donc, depuis qu'ils arrivent moins par par le chemin Roxham qui est fermé, est-ce que les besoins évoluent en fonction de la façon dont ils arrivent ou non? Merci. Pour répondre à votre première question, c'est une très bonne question. Effectivement, si on compare les principaux pays de provenance des statistiques du MIFI, qui est le ministère de Migration, Francisation et Intégration, les pays varient. En fait, du côté du MIFI, les principaux pays, c'est l'Inde, la Turquie et Haïti, alors que nous, c'est principalement des pays d'Afrique. Puis, une de nos hypothèses, c'est que les pays de provenance du MIFI, c'est bien souvent des gens qui vont être pris en charge par la communauté, donc qui n'ont pas nécessairement besoin de notre hébergement temporaire. Puis les statistiques que j'ai présentées, eh bien, c'est les statistiques qui fait référence aux gens qui sont hébergés. Donc ça, c'est une de nos hypothèses de pourquoi on n'a pas les mêmes pays de provenance dans les sites d'hébergement temporaire. Sinon, par rapport à votre deuxième question, ben nous, en fait, on remarque que les personnes qui avaient entrepris la Grande Route des Amériques, avec le point de départ souvent le Brésil ou l'Équateur, bien, une fois qu'ils arrivaient au Canada, leurs besoins au niveau de la santé physique, mais aussi au niveau de la santé mentale étaient beaucoup plus hypothéqués, alors que maintenant, les trajectoires migratoires sont pas aussi longues qu'ils étaient, puis il y a moins de transit dans différents pays. Souvent, la personne va partir de son pays d'origine, puis va arriver directement au Canada. Donc ça, c'est une des variantes qu'on voit là, depuis le changement de profil de nos usagers. Ici, est-ce qu'il y aurait une dernière question dans la salle? OK, merci, allez-y. Oui, bonjour. Moi, ma question porte plus sur le milieu communautaire. Comme j'ai été indépendante pendant plusieurs années dans un hébergement de transition pour héberger des personnes là, qui étaient surtout en situation d'itinérance, là, on a vu dans la dernière année une augmentation justement de personnes qui arrivaient sur le territoire de la ville de Québec, puis qui se retrouvaient justement dans la rue dans l'intention de faire une demande d'asile. Ces personnes-là ont été apportées par exemple, la police, notre équipe d'intervention de crise,
pour recevoir des services d'hébergement temporaire à notre hébergement. Donc, ça leur a représenté des défis parce que les intervenants sont pas particulièrement formés pour accueillir des demandeurs d'asile. On est davantage habitués de travailler auprès de personnes là, qui ont des problèmes de toxicomanie ou santé mentale, etc., qui sont vraiment plus en lien avec l'itinérance plus habituelle, disons, du Québec. Puis, je me demandais, est-ce que vous, est-ce qu'on peut référer, par exemple, une personne qui arriverait à Québec, qui ferait une demande d'asile, mais parce que, justement, cette personne a utilisé l'aéroport de Québec. Je me demande si c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus, si on a justement des données sur ce type de personnes là, qui se rendent à la ville de Québec au lieu de passer par Montréal, les régions de Montréal, là, de où vous vous situez. Puis, ce serait quoi, justement, la chose à faire là, dans une situation comme ça? Oui, merci beaucoup pour votre question. Par rapport à la question de référence, pour éviter d'envoyer quelqu'un à Montréal puis qui ne serait pas éligible à nos services, je pense que ce serait judicieux là, de contacter la boîte vocale pour voir avec l'agent de liaison là, si la personne aurait accès à notre service d'hébergement temporaire. Puis, je vais peut-être pas nommer, mais la boîte vocale des professionnels n'est pas réservée aux professionnels de la santé. C'est vraiment réservé à tout intervenant là, qui intervient de près ou de loin auprès d'une personne en demande d'asile. Donc, c'est vraiment un numéro là, que vous pouvez vous approprier. Sinon, ben, la situation s'est aussi vue à Montréal, dans le fond, des personnes qui se retrouvaient dans des sites d'hébergement d'urgence en itinérance. Donc, tantôt, je l'ai nommé, là, certaines personnes, de peur d'être foulées à l'aéroport, vont attendre d'être sur le territoire canadien, donc ils ne seront pas référés directement vers nos sites d'hébergement temporaire. Donc, nous, on a fait un gros travail là, pour pouvoir rejoindre ces personnes-là dans les différents milieux. Donc, on collabore beaucoup plus qu'auparavant là, avec les sites d'hébergement d'urgence. On a créé certains corridors là, de référence pour pouvoir rejoindre ces personnes-là. Puis, on participe aussi à différentes activités là, pour, encore une fois, rejoindre ces personnes-là, comme le guichet en itinérance à Montréal, puis d'autres initiatives là, de ce genre, par exemple les guichets gouvernementaux dans les sites d'hébergement, où les partenaires gouvernementaux viennent offrir des services là, directement aux personnes concernées. Donc, c'est des initiatives auxquelles on participe de plus en plus là, depuis l'augmentation des personnes en demande d'asile dans ces milieux-là. Puis aussi, ben, on forme beaucoup les différents milieux pour qu'ils puissent connaître c'est quoi les droits des personnes en demande d'asile, c'est quoi la question de l'accès aux services, puis aussi toute la question là, qui entoure la couverture médicale, parce que comme je disais, ils n'ont pas accès à la RAMQ, c'est le programme fédéral de santé tertiaire, puis parfois ça peut être assez complexe là, d'avoir accès aux services. Donc, on a offert une formation, puis on l'offre directement aux intervenants des différents milieux. J'espère que ça répond à votre question. Merci pour cette dernière intervention qui va clore ce bel échange. Au nom de la chaire publique et de la Ligue Alexis, je vous dis grandement merci. On reste en contact. Vous pouvez venir nous voir à l'Université Laval quand vous voulez. Peut-être que je vais vous conduire au bureau du professeur Adèle Garnier qui est là. Donc, merci encore une fois de plus. Est-ce qu'on peut applaudir pour Alexis? Merci beaucoup. Merci pour tout. Vous pouvez rester et écouter les échanges en ligne, Alexis, si vous voulez. Merci. Avec plaisir.